Je me souviens encore du bruit de la porte du coffre-fort de papy s'ouvrant. Lent, creux, final. Les boîtes de velours avaient disparu. Les tiroirs étaient vides. Près de 475 000 € en espèces et le collier de saphir de mamie s'était volatilisé sans laisser de traces. La police a dit qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Mais je n'avais pas besoin d'eux pour me dire ce que mon instinct savait déjà. Cette nuit-là, ma sœur, Léa, a publié une photo en ligne, posant devant une Audi argentée flambant neuve. Champagne dans une main, clé dans l'autre, avec la légende « Nouveau départ ». Mon grand-père milliardaire était assis en silence, fixant l'écran, son visage gris sous la lumière de la lampe. Une semaine plus tard, m'a appelé Léa, la voix tremblante. « Que as-tu fait, Chloé ? Je te déteste. » J'ai simplement souri, regardant la lumière du téléphone vaciller sur mon visage. Parce qu'à ce moment-là, ma vengeance était déjà complète. Quand on grandit dans une maison remplie de sol en marbre et de peinture à l'huile, on cesse de remarquer le prix des choses jusqu'au jour où on voit tout disparaître. Ce matin-là, je suis entré dans le bureau de papy en lui apportant son café préféré, noir, un sucre, et je me suis figé. La porte du coffre-fort était grande ouverte, une bouche de métal béante en silence. Les tiroirs à l'intérieur étaient vides, à l'exception d'une seule pochette en velours à la couture déchirée. J'ai appelé « Papy ». Ma voix semblait faible dans la pièce qui résonnait. Il est apparu quelques instants plus tard, toujours en robe de chambre, sa canne tapant sur le parquet. La couleur a quitté son visage quand il a vu le coffre ouvert. « Non », a-t-il murmuré en titubant. « Chloé, il était fermé à clé hier soir. Je l'ai vérifié moi-même. » Je me suis accroupi à côté du coffre-fort, traçant le cadran. Pas de rayures, pas de signe d'effraction. Quelqu'un connaissait la combinaison, ai-je dit doucement. Il m'a regardé avec incrédulité d'abord, puis avec le cœur brisé. Seules 2 personnes connaissent la combinaison, toi et moi. Je ne l'ai pas ouvert, ai-je dit. Je le jure. Je sais, a-t-il dit doucement. Mais je pouvais dire que son esprit tournait déjà à plein régime. Au moment où la police est arrivée, le soleil du matin était devenu vif et cruel. Ils ont tout photographié, cherché des empreintes, posé des questions qui semblaient mécaniques. Des changements de personnel récemment ? Des visiteurs ? De la famille ? Ce dernier mot, famille, flottait dans l'air comme un poison. Quand les officiers sont partis, papy s'est affalé dans son fauteuil et s'est frotté les tempes. Ils ont tout pris, Chloé. Les bijoux de ta grand-mère, l'argent, les documents, des décennies de ma vie. J'ai posé ma main sur la sienne. Nous découvrirons qui a fait ça. Mais au moment même où je le disais, mon téléphone a vibré. Une notification. J'ai baissé les yeux et me suis figé. C'était ma sœur, Léa. Sa publication illuminait mon écran. Un selfie dans le miroir devant une cuisine de luxe avec des comptoirs en marbre blanc et des robinets en or. Légende, enfin, à la maison Nouveau Départ maison de rêve. 2 photos étaient jointes. Une Audi argentée brillante dans une allée et son mari, Lucas, tenant les clés, souriant comme un imbécile. Mon pouls a ralenti. Froid, calculé. Le coffre-fort avait été vidé le mardi soir. La photo de la nouvelle maison de Léa avait été publiée le jeudi matin. Je n'ai pas dit un mot à papy. J'ai simplement éteint mon téléphone et forcé un sourire. Allons nous reposer. Nous parlerons à l'inspecteur Martin demain. Mais plus tard cette nuit-là, je me suis assise dans le noir à mon bureau, faisant défiler le fil d'actualité de Léa. Nouvelle maison, nouvelle voiture, vêtements chers. Sa vie avait changé du jour au lendemain. Et tout ça juste après que la fortune de notre famille ait disparu. J'ai rejoué sa voix dans ma tête, celle de la dernière fois que nous nous étions parlé, toi et papy, vous agissez toujours comme si le monde vous devait quelque chose. Il est peut-être temps que les choses s'équilibrent. S'équilibrent ? Maintenant, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Alors que la maison devenait silencieuse, j'ai regardé vers le couloir où se trouvait la chambre de papy. Je pouvais encore entendre sa faible toux, le son d'un vieil homme essayant de s'accrocher à sa dignité. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas rappeler la police. Je n'allais pas mendier la justice. J'allais la reprendre moi-même. Parce que si Léa pensait qu'elle pouvait voler un milliardaire et s'en tirer en souriant, elle n'avait pas encore rencontré la version de moi qui s'était réveillée cette nuit-là. Le lendemain matin, l'avocat de papy,
Maître Bernard, est venu. C'était le genre d'homme qui pouvait faire sonner la sympathie comme une clause légale. Sans preuve claire d'effraction, a-t-il dit, la compagnie d'assurance pourrait rejeter la demande. Je ferai ce que je peux. Papy a hoché la tête faiblement, ses yeux perdus quelque part au-delà de la pièce. Le coffre-fort derrière lui était ouvert, un rappel hideux de la trahison. Pendant que Maître Bernard parlait en rond de paperasse, j'ai remarqué quelque chose sur le bureau de Papy. Une pile de vieux chéquiers, une page arrachée manquante. Mon instinct s'est mis en alerte. Quand Maître Bernard est parti, j'ai demandé, « Papy, est-ce que Léa t'a déjà emprunté de l'argent récemment ?» Il a froncé les sourcils. Elle a mentionné que Lucas avait des problèmes avec son entreprise de technologie. Je leur ai donné quelques conseils, pas d'argent. T'a-t-elle demandé la combinaison de ton coffre-fort? Il a hésité, puis a expiré. Elle a dit qu'elle avait besoin de récupérer de vieux documents de famille pendant que j'étais chez le médecin. Je lui ai donné la combinaison. J'ai fermé les yeux. Et tu ne l'as pas changé après? Non. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire semblant de le réconforter pendant que mon esprit faisait des calculs comme une tempête silencieuse. Léa avait le mobile, l'accès et l'opportunité. Il ne lui manquait que la peur. Ce soir-là, je me suis rendu à sa nouvelle adresse. La maison était au domaine des Chênes Verts, l'une de ces communautés de luxe du Luberon où des fontaines gargouillaient et chaque pelouse ressemblait à une couverture de magazine. Son Audi était dans l'allée, la lumière du soleil scintillant sur son capot comme une provocation. Je me suis garé plus loin dans la rue et j'ai observé. À travers la fenêtre, j'ai vu Léa rire. Un verre de champagne levé. Le bras de Lucas autour de ses épaules. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Léa, j'espère que papy va bien. Je prie pour lui. Moi, il a le cœur brisé. On a été cambriolé. Léa, oh mon Dieu, c'est horrible. Une idée de qui a fait ça? Moi, pas encore. Léa, tiens-moi au courant. Je viendrai bientôt lui rendre visite. Mes doigts ont survolé le clavier. Je voulais taper, tu es déjà venu, mais je l'ai effacé. À la place, j'ai pris des photos. La voiture, la maison, l'horodatage. 2 jours plus tard, j'ai contacté un vieil ami, Julien Hébert, un enquêteur financier privé avec qui je travaillais à la banque. Tu dis que ta sœur a acheté une maison de près d'un demi-million d'euros en espèces juste après que ton grand-père se soit fait voler, a-t-il demandé. Pas en espèces, ai-je dit. Elle l'a financé, mais l'apport, 42 500 €, était en espèces. Je veux savoir d'où il vient. Il a sifflé doucement. Ce n'est pas une coïncidence. Envoie-moi tout ce que tu as. Nom de la banque, nom légaux complet, chronologie. Je vais creuser discrètement. C'est ce que j'ai fait. En 24 heures, il m'a rappelé. Chloé, ça ne va pas te plaire. Son mari a déposé 24 000 en espèces le lendemain du vol, puis 19 000 autres sur un compte différent 3 jours plus tard. Les deux ont été signalés pour examen, mais pas encore enquêtés. Parce qu'il les a divisés en plus petits montants sous les limites de déclaration. Ça s'appelle du fractionnement. J'ai agrippé le bord de mon bureau, la colère mijotant, froide et constante. Ce ne sont pas seulement des voleurs, ai-je dit. Ce sont des amateurs. Julien a fait une pause. Tu veux que je porte ça aux forces de l'ordre? Non, pas encore. Alors quel est ton plan? Les laisser penser qu'ils ont gagné. J'ai raccroché et me suis tourné vers le portrait de papy sur le mur. Sens-moi plus jeune, confiant, digne. Tu as bâti un empire avec patience, ai-je murmuré. Je le récupérerai de la même manière. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Opération, équilibre. À l'intérieur, j'ai tapé la première ligne. 15 février. Vol confirmé. Léa acquiert des actifs. Observer. Enregistrer. Attendre. Chaque guerre commence par une liste. Et la mienne venait de commencer. 3 jours après mon appel avec Julien, il m'a envoyé un fichier, un PDF soigné des chiffres, des dates, des transferts, une preuve froide et nette que Léa et Lucas avaient touché à l'argent de papy. Mais la preuve ne suffisait pas. Pas encore. Je les voulais acculés, à bout de souffle.
Je voulais qu'il ressente cette même terreur creuse que Papy avait ressentie en regardant le coffre-fort vide. Cette nuit-là, je suis retourné au manoir. Papy était assis dans le bureau, ses lunettes de lecture glissant sur son nez, une enveloppe légale tremblant dans ses mains. « C'est la compagnie d'assurance ?» a-t-il dit. Il rejette la demande. Aucun signe d'effraction. Il a levé les yeux, vitreux. « Chloé, peut-être devrions-nous simplement tourner la page. » Tourner la page. Deux mots qui avaient un goût de cendre. J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais pas supporter de lui dire la vérité pour l'instant. S'il savait que Léa était derrière tout ça, cela le tuerait plus vite que là je ne le pourrais jamais. Après qu'il soit allé se coucher, j'ai sorti les photos que j'avais prises de la maison et de la voiture de Léa. L'Audi brillait même sous les lampadaires, un trophée d'argent arrogant. J'ai agrandi l'une des photos. C'était là, l'autocollant du concessionnaire encore sur la plaque d'immatriculation. Parfait. Le lendemain matin, je me suis rendu au showroom Audi d'Aix-en-Provence. L'air sentait le cuir neuf et les mensonges. Un vendeur en costume anthracite s'est approché avec un sourire. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» « Je ne fais que regarder, » ai-je dit. Ma sœur a acheté une voiture ici récemment, une Q7 argentée, Léa Lefebvre. Son sourire a légèrement vacillé, puis est revenu. « Oui, je me souviens d'elle. » Belle voiture. Elle a payé une bonne partie en espèces. « Combien ?» ai-je demandé, feignant une curiosité désinvolte. « Environ 24 000 en apport, » a-t-il gloussé. J'aimerais que plus d'acheteurs soient comme ça. Je l'ai remercié et je suis parti, mon cœur battant la chamade, mais mon visage calme. Dehors, j'ai pris une lente respiration. La chronologie correspondait. 3 jours après que l'argent de Papy ait disparu, Léa a payé 24 000 € en espèces pour une Audi. 2 jours plus tard, 42 500 € supplémentaires en espèces pour l'apport de la maison. Elle n'avait même pas attendu une semaine. De retour à la maison, j'ai ajouté de nouvelles entrées à l'opération « Équilibre ». 15 février, vol confirmé. 18 février, achat d'une Audi Q7, 24 000 € en espèces. 21 février, apport pour la maison, 42 500 € en espèces. 25 février, prêt immobilier approuvé. En dessous, j'ai écrit « Les stupides agissent toujours plus vite que les intelligents ». Ce soir-là, Léa a appelé. « Salut, sœurette. Papy a été silencieux ces derniers temps. Comment va-t-il ? Il s'en sort. Bien. Je pensais passer ce week-end. Ne le fais pas, une pause, puis ce rire nerveux que je connaissais trop bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas besoin de ta sympathie. Il a besoin d'honnêteté. Pardon, a-t-elle lâché. Insinues-tu quelque chose ? Non, ai-je dit, en gardant mon ton plat. Je dis que le timing est primordial. Elle a raccroché. 2 nuits plus tard, j'ai été réveillé par la vibration de mon téléphone. C'était encore Julien. J'ai trouvé autre chose, a-t-il dit. Les documents de propriété montraient un revenu de 62 000 € par an pour Lucas. Pourtant, il a déclaré près de 65 000 € en espèces en 10 jours. Pas de prêt, pas d'héritage, pas de transfert. Ce qui signifie qu'ils ont blanchi l'argent de Papy directement. Si le fisc voyait ça, ils en feraient une bouchée. J'ai souri dans le noir. Ne t'inquiète pas, ils le verront. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu dormir. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge de Papy. Son rythme était vif, implacable, comme un compte à rebours. Dans mon esprit, je pouvais voir Léa et Lucas rire dans leur nouveau salon, se croyant intouchables. Mais la justice ne crie pas, elle attend, et j'étais patiente. Avant le lever du soleil, j'ai rédigé une autre liste. Celle-ci ne comportait que 3 lignes, apprendre le droit fiscal français. Suivre les dettes immobilières impayées. La faire payer dans sa propre monnaie. Quand j'ai terminé, j'ai fermé l'ordinateur portable, fixant mon reflet sur l'écran noir. Pour la première fois depuis le vol, je ne ressemblais plus à la petite fille en deuil. Je ressemblais à un chasseur. Pendant des semaines, j'ai laissé Léa croire que j'étais passé à autre chose. Je répondais à ses SMS par des demi-phrases polies, je lui posais des questions sur sa belle nouvelle maison, je lui ai même envoyé un emoji souriant poli quand elle se vantait de la piscine. Tout cela faisait partie du jeu,
le calme avant la tempête. Pendant qu'elle jouait à la maîtresse de maison avec de l'argent volé, je transformais chaque once de ma colère en paperasse. Papy avait toujours dit, le pouvoir n'est pas bruyant, Chloé. Il est documenté. Alors, j'ai commencé à tout documenter. Mon prochain arrêt a été le bureau du centre-ville d'un ancien collègue de Julien, un avocat spécialisé en immobilier nommé Marc Weber, le genre d'homme qui parlait en clause et pensait en éventualité. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et une curiosité prudente. Julien m'a dit que vous rassemblez des informations. Pas des informations, ai-je corrigé, un levier. Je lui ai tendu un dossier épais d'imprimés, virement bancaire, déclaration de propriété, capture d'écran de l'annonce de la nouvelle maison de Léa. Il les a parcourus, le front plissé. C'est complet. Vous avez des dates, des mouvements, tout sauf une confession. La confession n'est pas nécessaire, ai-je dit. La preuve de l'incohérence l'est. Marc s'est adossé à sa chaise. Alors, que voulez-vous faire exactement? Je veux m'assurer que Léa paie pour ce qu'elle a volé. Légalement, discrètement et définitivement. Il a souri faiblement. Vous parlez comme un procureur. Non, ai-je dit. Juste une femme avec des reçus. Nous avons travaillé pendant des heures à construire une carte financière des actifs de Léa et Lucas, détails du prêt immobilier, financement de la voiture, hypothèque, dossiers fiscaux, chaque fil de leur vie parfaite étalé sur papier. Puis Marc a tapé une ligne avec son stylo. Ils doivent des arriérés d'impôts fonciers de l'année dernière. Pas grand-chose, environ 7 500 €. Mais en France, les impôts impayés deviennent des créances publiques, et n'importe qui peut les racheter. J'ai cligné des yeux. Ce qui signifie que si quelqu'un rachète cette créance et qu'il ne la rembourse pas, cette personne peut légalement engager une procédure de saisie immobilière. Même si c'est leur maison. Surtout si c'est leur maison. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un frisson de satisfaction. Pouvons-nous l'acheter? Marc a hoché la tête. Par le biais d'une société holding. Ça vous rend invisible. Faites-le. Au cours des jours suivants, je me suis déplacé comme un fantôme à travers le système que Papy avait autrefois dirigé. J'ai utilisé mes économies de l'argent gagné, honnêtement, pour financer une nouvelle entité, Lefebvre Holdings SAS. Le nom était fade, bureaucratique et parfait. Marc a rempli les papiers, et en 2 semaines, Lefebvre Holdings possédait officiellement la créance fiscale de Léa. Sur le papier, elle me devait de l'argent, bien qu'elle ne le sache pas encore. Mais je n'avais pas fini. Je voulais m'assurer que chaque euro de cette fortune volée se transforme en une lame contre elle. Cette nuit-là, j'ai rencontré Noémie Thierry, une comptable judiciaire que Marc m'avait recommandée. Ancienne de l'administration fiscale, la quarantaine, des yeux qui ne manquaient rien. Elle a parcouru les documents comme un détective sur une scène de crime. 65 000 € en mouvement d'espèces sur 3 comptes, a-t-elle murmuré. Fractionnement classique. Vous déposez le bon signalement, le fisc les mangera tout cru. J'ai expiré lentement. Est-ce que ça peut être anonyme? Elle a souri. Complètement. Ça ressemblera à un signalement interne. Personne ne remontera jusqu'à vous. Alors faites-le. Noémie a fermé le dossier. Vous savez, la plupart des gens veulent récupérer leur argent. Vous voulez juste qu'ils soient punis. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant contre la vitre. L'argent peut être remplacé, ai-je dit. Pas le respect. Une semaine plus tard, tout était en mouvement. Lefebvre Holdings possédait discrètement leurs créances fiscales. Le fisc avait reçu le signalement anonyme de Noémie, et Léa, dans une ignorance béate, publiait des photos de sa nouvelle cuisine design sous la légende que reconnaissant. Elle n'avait aucune idée que la gratitude était la dernière chose qu'elle devrait ressentir, car sous ces carreaux de marbre dont elle se vantait, le sol était déjà en train de bouger, et c'était moi qui le tirais de sous ses pieds. Ça a commencé doucement, comme la plupart des tempêtes. Une lettre, mince et officielle, estampillée Direction Générale des Finances Publiques, livrée à la nouvelle maison de Léa un mercredi matin. Le vendredi, elle m'a appelé. Chloé, a-t-elle commencé, la voix tremblante mais essayant toujours de paraître désinvolte. Tu ne vas pas le croire. Nous avons reçu un avis de contrôle fiscal. Ils disent que nous n'avons pas déclaré quelque chose. Oh, ai-je dit en me servant mon café. Quel genre de quelque chose? Une réclamation ridicule sur des revenus non déclarés.
C'est absurde. Lucas panique. Nous avons tous nos justificatifs. Transaction en espèces, ai-je demandé, la coupant. Silence. Pourquoi tu demandes ça? Juste une supposition, ai-je dit légèrement. Parfois, les contrôles aléatoires examinent les flux de trésorerie. Ce n'est pas aléatoire, a-t-elle lâché, son calme se fissurant pour la première fois. C'est beaucoup trop spécifique. Je suis sûr que c'est juste un malentendu, ai-je dit, ma voix chaude, mon sourire plus froid. La vérité finit toujours par éclater. Elle a raccroché. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai suivi leur délitement à distance. Julien m'envoyait des mises à jour. Ils ont engagé un avocat fiscaliste. 4 500 d'avance, 280 de l'heure. Le fisc s'interroge sur 65 000 en dépôt d'espèces. Il panique. Chaque soir, je mettais à jour mon dossier, opération, équilibre, avec de nouvelles notes, contrôle fiscal initié, frais d'avocat en hausse, fissure de stress visible. C'était beau d'une manière terrible, comme regarder un château de sable s'effondrer sous son propre poids. Puis est venu l'appel de papy. Il était assis sur la véranda quand je suis arrivé, l'air plus petit sous le soleil de Provence. Léa m'a appelé, a-t-il dit doucement. Elle avait l'air effrayée. Tate-elle dit pourquoi. Elle a dit que le fisc accuse son mari de fraude. Elle m'a supplié de l'aider, de leur prêter de l'argent. Je suis restée silencieuse. Chloé, a-t-il soupiré. La famille fait des erreurs. Nous leur pardonnons. La famille ne vole pas, ai-je répondu. Et le pardon n'efface pas les conséquences. Il m'a regardé un long moment, de la tristesse, de la fierté et quelque chose comme de la reconnaissance dans ses yeux. Tu es devenue froide, a-t-il dit finalement. Non, ai-je murmuré. Je suis devenue précise. À la fin de ce mois, les chiffres se retournaient contre Léa. Julien a rapporté que leur pénalité fiscale combinée dépassait 19 000 euros. Leur mensualité de prêt était en retard, leur crédit auto était sous l'eau, et le fisc n'en avait pas encore fini. Un après-midi, j'ai reçu un message de Noémie, la comptable qui avait déposé le signalement anonyme. Noémie, résultat du contrôle arrivé. Ils n'ont pas pu justifier l'origine des espèces. Pénalités appliquées. Montant total du 17 500 euros, à payer sous 30 jours. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Ce soir-là, Léa a rappelé, sa voix dépouillée de toute confiance. Ils vont saisir nos comptes, Chloé. Ils ont gelé la carte de société de Lucas aujourd'hui. Sais-tu ce que ça fait? Nous nous noyons. Tu aurais dû apprendre à nager avant de plonger dans le coffre de quelqu'un d'autre, ai-je dit doucement. Quoi? Rien. Je suis désolé, Léa. Vraiment, mais tu t'en sortiras. Elle s'est mise à pleurer. Le son était brut, inconnu. Le cri de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face à la responsabilité auparavant. Tu penses que tu vaux mieux que moi, a-t-elle craché entre les larmes. Tu as toujours été la préférée de papy. Maintenant, tu peux me regarder m'effondrer. C'est ça que tu voulais. Non, ai-je dit calmement. Ce que je voulais, c'était l'honnêteté. Ce que j'ai eu, c'est le vol. Elle est restée silencieuse un long moment avant de murmurer, il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Tu fais quelque chose. Je ne fais rien, ai-je dit honnêtement. C'est la justice qui fait tout. Après qu'elle ait raccroché, je me suis assise dans la lueur tranquille de mon bureau. La nuit était calme, le genre de nuit qui rend chaque son plus aigu. Le léger bourdonnement du réfrigérateur, le doux tic-tac de l'horloge. Dans le coin, le portrait de papy me regardait. Un instant, la culpabilité a frôlé mes côtes, légère, fugace, presque tendre. Puis j'ai pensé au coffre ouvert, à ses mains tremblantes, à sa honte silencieuse. La culpabilité s'est évaporée. Le lendemain matin, Julien a rappelé. Tu ferais mieux de t'asseoir pour ça, a-t-il dit. Quoi encore? Le fisc vient de mettre un avis à tiers détenteurs sur leur compte pour les pénalités impayées. Lucas essaie d'obtenir un prêt personnel pour le couvrir. Tous rejetés. Je me suis adossé à ma chaise, un lent sourire se formant. Bien, ai-je dit. Que les murs se referment. Par la fenêtre, la chaleur de la Provence scintillait sur l'horizon. Quelque part en ville, Léa regardait probablement une autre enveloppe officielle, les mains tremblantes.
Mais ce n'était pas un accident. C'était la précision calme de la justice, et je venais d'appuyer sur la gâchette. L'appel est arrivé à 22h47. J'étais assise sur le balcon avec un verre de vin, les lumières de la ville scintillant en dessous quand mon téléphone a vrombé violemment contre la table. Léa. Pendant une seconde, j'ai envisagé de l'ignorer. Puis la curiosité, ou peut-être la pitié, a gagné. Chloé, a-t-elle halté avant que je puisse dire un mot? Nous sommes ruinés. Les comptes de Lucas sont gelés. Le fisc dit que nous devons près de 19 000 €. Il boit tous les soirs. Nous ne pouvons pas dormir. Nous ne pouvons pas, calme-toi, ai-je dit, bien que mon pouls se soit déjà accéléré. Que s'est-il passé? Ils ont dit que quelqu'un nous avait dénoncés. Un tuyau anonyme sur de l'argent non expliqué. Ce sont des mensonges. Ils détruisent nos vies. Alors prouvez-leur le contraire, ai-je dit, mon ton égal. Montrez-leur d'où vient l'argent. Sa voix s'est brisée. Nous ne pouvons pas. Lucas a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il s'en occupait. Mais maintenant. Elle a inspiré brusquement comme si elle réalisait la vérité en pleine phrase. Tu penses que c'était lui, n'est-ce pas, Léa, ai-je dit prudemment. Et toi? Silence. Puis un seul sanglot. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Papy s'était effondré pendant le petit déjeuner. Le médecin a dit que c'était l'épuisement et le stress, mais je savais mieux. Quand je suis arrivé, il était pâle sous les draps blancs, ses mains tremblaient quand je les ai prises. Chloé, a-t-il murmuré. Ne laisse pas cette famille se déchirer pour de l'argent. J'ai serré sa main. Il ne s'agit plus d'argent, papy. Il s'agit de respect. Il a essayé de sourire, mais ses lèvres ont à peine bougé. C'est toujours ta sœur, a-t-il murmuré. Ne te perds pas en me vengeant. Mais il ne s'agissait plus de vengeance. Pas entièrement. Il s'agissait de rétablir l'équilibre. Ce soir-là, Léa s'est présentée à l'hôpital. Son mascara avait coulé sur ses joues. Elle ne ressemblait en rien à la femme glamour de ses stories Instagram. Lucas était introuvable. Elle s'est assise à côté du lit de papy et a regardé les moniteurs. Il ne me reconnaît même pas, a-t-elle murmuré. Il est fatigué, ai-je dit. Fatigué des mensonges. Elle s'est tournée brusquement vers moi. Tu penses que j'ai fait ça, n'est-ce pas? Tu penses que je l'ai volé? L'as-tu fait? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Son menton tremblait. Lucas a dit que c'était sans danger. Il a dit que nous le rendrions après que le prêt soit réglé. Il a dit que papy ne remarquerait même pas, ma voix s'est durcie. Tu savais. Je ne voulais pas savoir, a-t-elle pleuré. J'ai essayé de le croire. Je pensais que c'était juste un prêt temporaire. Un prêt? J'ai ri doucement, l'incrédulité me transperçant. Tu as vidé les économies de toute une vie d'un vieil homme et tu appelles ça un prêt. Léa s'est couvert le visage en sanglotant. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Vous ne le voulez jamais, ai-je dit doucement. C'est comme ça que les gens comme vous survivent. Vous construisez votre confort sur la ruine de quelqu'un d'autre. Elle a levé les yeux, des larmes striant son visage. Chloé, s'il te plaît, aide-moi à arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Tu peux commencer, ai-je dit froidement, en te confessant à lui avant qu'il ne meure. Ses yeux se sont agrandis. Il ne va pas, il s'éteint, Léa. Et s'il quitte ce monde en pensant que tu l'aimais pendant que tu le volais, ce sera de ta faute. Elle est restée assise là un long moment, regardant la lente montée et descente de la poitrine de papy. Puis, les mains tremblantes, elle s'est penchée en avant et a murmuré, « Papy, je suis désolée. J'ai fait une erreur. J'ai pris ce qui n'était pas à moi. » Ses yeux se sont ouverts, confus, cherchant. « Que as-tu dit ?» Des larmes coulaient sur son visage. C'était moi. J'ai laissé Lucas me convaincre. Je pensais que je réparerais les choses. Un instant, le silence a rempli la pièce, épais, suffocant. Puis papy a tourné son regard vers moi. Tu savais, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Et tu as choisi la justice. C'est toi qui me l'as appris, tu te souviens? Il a souri faiblement, puis a fermé les yeux en murmurant, bonne fille.
Léa s'est effondrée à côté de lui, sanglotant de manière incontrôlable. Mais je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste la douleur sourde d'une blessure trop profonde pour la victoire. Plus tard dans la nuit, sur le parking de l'hôpital, Léa m'a rattrapé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle demandé, la voix creuse. « Tu vis avec ce que tu as fait ?» ai-je dit en me détournant. « Chloé, s'il te plaît, ne. » J'ai coupé court. « Tu as eu toutes les chances d'arrêter. Tu as choisi la cupidité. » Ces mots sont sortis vifs, tremblants. « Tu te crois juste, mais tu es juste cruel. » Je me suis arrêté, me tournant pour lui faire face sous la dure lumière fluorescente. « Cruel ?» ai-je dit. « Non, Léa. La cruauté, c'est voler l'homme qui nous a élevés. Ce que je me suis approché, les yeux au niveau des siens, c'est la conséquence. Et sur ce, je suis parti. » 3 semaines se sont écoulées après la confession de Léa. Papy s'est stabilisé pendant un certain temps, mais son étincelle avait disparu. Il parlait rarement, passant ses après-midi à regarder par la fenêtre vers le paysage provençal. Chaque coucher de soleil ressemblait à quelque chose auquel il disait au revoir. Quand il s'est finalement endormi pour la dernière fois, je me suis assise à côté de lui en silence. Il n'a pas laissé de testament qui divisait la succession. Il a laissé une seule phrase manuscrite de son écriture familière, « Tout ce que j'ai construit va à celui qui l'a respecté. » Il ne s'agissait pas d'argent. C'était un message, et je l'honorerai exactement comme il l'aurait voulu, avec précision. 2 jours après les funérailles, Marc Weber a appelé. Lefebvre Holdings est officiellement répertorié comme créancier sur la propriété de Léa. Ils ont manqué de paiement. Vous pouvez envoyer une lettre de mise en demeure maintenant. Envoyez-la, ai-je dit. Combien doivent-ils ? 9 500 € avec les pénalités. Lettre recommandée avec accusé de réception. Il a hésité. Cela les détruira, Chloé. Ils se sont détruits eux-mêmes, ai-je dit. 3 jours plus tard, Léa a appelé. Sa voix était cassante. Une société appelée Lefebvre Holdings vient de nous envoyer une lettre. Ils exigent 9 500 € pour des impôts impayés. C'est toi. Pourquoi penserais-tu ça ? Parce que c'est trop parfait, a-t-elle sifflé. D'abord le fisc, maintenant ça. Tu es derrière tout, n'est-ce pas ? Léa, tu devrais savoir mieux que quiconque que les actions ont des conséquences. Tu es folle. Cette maison, c'est tout ce que nous avons. Alors peut-être aurais-tu dû y réfléchir à 2 fois avant de l'acheter avec de l'argent volé. Tu regretteras ça, Chloé. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais au moins, je dormirai. Elle a raccroché. Cette semaine-là, Julien m'a envoyé un texto. Leurs comptes sont vides. Lucas a quitté son emploi. Ils ont mis l'audi en vente. Les choses s'effondrent rapidement. La nuit, je m'asseyais dans l'ancien bureau de papy, maintenant mon bureau, et j'ouvrais le dossier épais intitulé Opération Équilibre. Chaque page racontait une histoire. Vol, mensonge, déni, et maintenant le règlement de compte. Cela n'apportait pas de joie. Cela apportait de la clarté. 2 semaines plus tard, Marc a rappelé. Aucun paiement reçu. En vertu de la loi française, vous pouvez maintenant procéder à la saisie. Faites-le. Il faudra 30 jours avant que la vente aux enchères ne soit approuvée. C'est bien, ai-je dit. Laissez-les suer. Quand la vie est arrivée à la porte de Léa, elle s'est rendue chez moi le soir même. Elle n'a pas pris la peine de frapper. Elle est entrée en trombe, les cheveux en désordre, les yeux rouges et sauvages. Tu as racheté notre dette. Je sais que c'est toi. Tu ne devrais pas être ici, Léa. Tu prends notre maison. Papy est mort. Lucas est parti. Et tu n'es toujours pas satisfaite. Je suis satisfaite, ai-je dit d'un ton égal, que tu comprennes enfin ce que coûte le vol. Elle s'est approchée, tremblante. Tu penses que ça te rend puissante ? Tu ne vaux pas mieux que moi. Je n'ai pas volé, ai-je dit doucement. J'ai collecté. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Chloé, ne fais pas ça. Je vendrai la voiture. Je trouverai l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est trop tard. Tu es ma sœur et tu étais sa petite fille. Tu aurais dû te comporter comme telle. Elle s'est figée.
Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Un instant, elle a ressemblé à la Léa que je connaissais, avant que la cupidité ne l'ait transformée en quelque chose de méconnaissable. Puis elle s'est détournée et est sortie sans un autre mot. Le matin de la vente aux enchères, les marches du tribunal étaient chaudes sous le soleil de Provence. 3 enchérisseurs se tenaient dans la foule. Je n'en reconnaissais aucun. Marc se tenait à côté de moi, des papiers à la main. Mise à prix 240 000 €, a crié le commissaire-priseur. Un enchérisseur a levé sa pancarte. J'ai levé la mienne. Un autre a suivi. Les offres ont grimpé régulièrement. 260 000, 270 000, 280 000. À 280 000 €, le dernier enchérisseur a baissé la main. Adjugé à l'enchérisseur numéro 12, a déclaré le commissaire-priseur. Marc s'est tourné vers moi avec un respect silencieux. Félicitations. Vous possédez la propriété. J'ai hoché la tête une fois. Pas encore. Je posséderai la paix après. Quand Léa est arrivée, la foule se dispersait déjà. Son visage était pâle, son rouge à lèvres maculé. Elle serrait la vie de saisie dans une main. Tu as tout pris, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Tu t'es tout pris à toi-même. J'ai juste écrit la fin. Que veux-tu de moi, Chloé? Ma vie? Non, ai-je dit en m'approchant. Juste ton silence. Et ton souvenir de ce qui se passe quand on trahit le sang. Des larmes ont rempli ses yeux. Je te déteste. Je sais. Elle s'est retournée et s'est éloignée, les épaules tremblantes. Lucas a suivi, silencieux et brisé. Ce soir-là, Marc m'a envoyé les derniers papiers. La maison, celle que Léa avait achetée avec l'argent volé de papy, était officiellement la mienne. Je m'y suis rendu le lendemain matin. Le portail a grincé en s'ouvrant, le vent chuchotant à travers les platanes. À l'intérieur, les sols en marbre brillaient le même marbre dont Léa s'était vantée en ligne. J'ai traversé chaque pièce lentement. Le silence était lourd, mais il ne faisait pas mal. C'était comme une conclusion. Dans le salon, j'ai trouvé une seule photo encadrée laissée derrière. Moi, Léa et papy, prise le jour de ses 21 ans. Nous sourions alors. Je nous ai à peine reconnus. J'ai posé la photo face contre la table sur le comptoir. Repose en paix maintenant, papy, ai-je murmuré. C'est fait. En fermant la porte à clé derrière moi, j'ai réalisé quelque chose. La vengeance ne m'avait pas rendue puissante. Elle m'avait rendue précise. Et parfois, la précision est le seul langage que la justice comprend. La maison a été vendue 3 semaines plus tard. Une jeune famille l'a achetée, un couple avec 2 jeunes enfants et cette sorte d'espoir que seules les personnes épargnées par la trahison peuvent porter. Quand j'ai signé les derniers papiers, Marc a dit, vous avez fait un bénéfice net. Après les frais de justice, vous avez encore gagné près de 95 000 €. Je ne l'ai pas fait pour le profit, ai-je répondu. Il a souri faiblement. Alors pourquoi l'avez-vous fait? J'ai regardé par la fenêtre, le soleil de Provence brillant d'un or flamboyant sur l'horizon. Parce que certaines dettes ne se paient pas avec de l'argent. Elles se paient avec la paix. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, ou du moins n'en avait pas besoin. Un mois plus tard, j'ai visité la tombe de papy. La pierre tombale était simple, comme il l'avait voulu. Arthur Lefebvre, 1938 à 2025. L'intégrité est une richesse qu'aucun voleur ne peut toucher. Je me suis agenouillé et j'ai brossé quelques pétales tombés du marbre. La brise du Mistral était chaude, portant le faible parfum de la pluie qui n'est jamais venue. C'est fini maintenant, ai-je dit doucement. Ton héritage est en sécurité. Un instant, j'ai presque pu l'entendre, cette voix lente et régulière qui m'avait guidé toute ma vie. Sois patiente, Chloé. La justice a une mémoire plus longue que la douleur. J'ai souri, même si des larmes me brûlaient les yeux. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vu Léa. Elle travaillait dans un café du centre-ville, portant un tablier délavé, les cheveux attachés en arrière, les mains tremblantes alors qu'elle rendait la monnaie à un client. Quand elle m'a vu, son visage a pâli. Elle s'est figée, la tasse de café à mi-chemin du comptoir. Je me suis approché lentement. Salut, Léa. Qu'est-ce que tu fais ici, a-t-elle murmuré. Je cherche une conclusion. Tu l'as déjà eue, a-t-elle dit amèrement. Tu as tout pris. Non, ai-je dit doucement.
Je l'ai rendu à qui il appartenait. Sa voix s'est brisée. Tu es heureuse maintenant. Je suis fauché. Lucas est parti. Tout le monde pense que je suis une voleuse. Tu en es une, ai-je dit. Pas cruellement, juste honnêtement. Elle a tressailli, sa mâchoire se crispant. Tu te prends pour une sorte d'héroïne. Tu es pire que je ne l'ai jamais été. Au moins, je ne me suis pas caché derrière la loi. La différence, ai-je dit doucement, c'est que je n'ai pas eu besoin de me cacher. Nous sommes restés là un long moment, deux sœurs séparées par des choix qu'aucune ne pouvait défaire. Puis j'ai reculé, laissant une enveloppe pliée sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Une conclusion, ai-je répété. C'est l'acte de propriété de ce qui reste du chalet de mamie dans le Mercantour. C'est à toi, si tu peux le garder cette fois. Ses yeux se sont agrandis, la confusion vacillant vers l'incrédulité. Pourquoi? Parce que papy ne voudrait pas que tu sois sans abri. Et parce que la vengeance s'arrête ici. Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis retourné et je suis parti. En retournant à travers la campagne, le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de bandes de feu et de violets. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais calme. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. L'enquête, la tromperie, les lettres, les nuits tranquilles à attendre que les rouages de la justice tournent. La vengeance ne m'avait pas rendue heureuse, mais elle m'avait rendue entière. Léa vivrait avec sa culpabilité. Je vivrais avec ma conscience. Et l'héritage de papy vivrait sans tache. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai fait défiler jusqu'en haut du fichier intitulé Opération Équilibre. Tout à la fin, j'ai tapé « Entrée finale » le 28 août 2025. Justice accomplie. Famille fracturée. Intégrité restaurée. Parfois, le coût de la paix est la solitude, mais la paix, contrairement à la richesse, ne peut être volée. J'ai enregistré le fichier et fermé le couvercle. Dehors, le vent s'est levé, chaud, infini, vivant. Quelque part au loin, le tonnerre a grondé, doux et lointain, comme un battement de cœur qui se ferme. J'ai versé un verre de vin, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai murmuré dans la nuit, « Tu avais raison, papy. Le respect est une richesse. » L'orage a éclaté sur la Provence, des éclairs brillants dans le noir, illuminant les collines où le nom Lefebvre signifiait encore quelque chose, non pas à cause de la fortune qui se cachait derrière, mais à cause de la femme qui avait refusé de la laisser être volée.